à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal en français facile. RFI à Paris, il est 17h. Le journal en français facile, Adrien Delgrange. 16h en temps universel, nous sommes le lundi 23 mars. Voici les titres. La guerre au Moyen-Orient. Donald Trump dit reporter de 5 jours les éventuelles frappes américaines sur les centrales électriques iraniennes. Le Soudan est également à la une. Au moins 15 morts, 23 blessés lors d'une attaque cet après-midi dans la ville de Lagawa. Une actualité française marquée par la mort de l'ancien Premier ministre Lionel Jospin. À Marseille, à cette heure-ci, 10 personnes en garde à vue, questionnées par les policiers au sujet de l'assassinat de Mehdi Kessassi. Et puis du football, le nom de Zinedine Zidane pour succéder après le mondial à Didier Deschamps circule de plus en plus. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. La guerre lancée par Israël et les États-Unis contre l'Iran entre aujourd'hui dans son 24e jour. Une guerre qui vit au rythme des prises de position du président américain. Donald Trump avait dans un premier temps lancé un ultimatum à l'Iran, débloquer le détroit d'Ormuz avant ce soir, faute de quoi il bombarderait les centrales électriques du pays. Finalement, le président américain repousse cette exigence, car cette fois, Donald Trump parle désormais à Alice Froussard d'avancer dans les discussions. Oui, ce sont les mots du président des États-Unis. Son administration a eu des discussions très bonnes et productives concernant une résolution complète et totale des hostilités au Moyen-Orient. Il dit devant la presse être en contact avec une personnalité influente et respectée en Iran, mais pas avec le guide suprême, sans toutefois révéler son nom. Résultat, Donald Trump annonce sur son réseau social qu'il a ordonné au département de la Défense de reporter toute frappe militaire contre les centrales électriques pendant une période de 5 jours. Le changement de ton, Alice, est spectaculaire. Oui, car il y a quelques jours, le locataire de la Maison-Blanche choisissait l'escalade. L'Iran avait alors menacé de s'en prendre aux installations équivalentes, autrement dit les mêmes cibles dans la région. Donald Trump était alors dans une impasse. Attaquer les centrales iraniennes aurait constitué un crime de guerre et probablement entraîné les représailles que Trump cherchait à éviter la semaine dernière. Mais reculer aurait été un aveu de faiblesse. Pour beaucoup, l'annonce de Trump pourrait surtout être une façon de se retirer dignement, mais les médias d'État iraniens ont démenti sur le champ les affirmations de Donald Trump. Il n'existe aucun dialogue entre Téhéran et Washington. Alice Froussard dans cette édition du journal en français facile. Alors parmi les nombreuses conséquences de cette guerre entre Iran, Israël et les États-Unis d'Amérique, de nombreuses personnes sont bloquées dans plusieurs pays du Moyen-Orient et cherchent par tous les moyens à rentrer dans leur pays. Exemple avec le Gabon. Les autorités gabonaises ont lancé une opération rapatriement. Hier, 36 personnes sont arrivées à Libreville par un vol régulier. Un comité d'accueil les attendait à l'aéroport. À Libreville pour RFI, reportage d'Yves Laurent Goma. Ils ont exulté de joie lorsqu'ils ont foulé le sol national. À Dubaï, Bertie Yondeme vivait près de l'aéroport international. Ces jours et nuits étaient cauchemardesques dès le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient. Quand il y avait des missiles, même s'ils interceptaient, mais le bruit que ça faisait secouait l'immeuble en fait. Fonctionnaire, Wilfried Mayaka s'était rendu à Dubaï pour 3 semaines de vacances. À la veille de son retour, la guerre a éclaté. Sur nos téléphones, nous recevions quasiment toutes les heures un message d'alerte qui nous demandait d'aller nous réfugier. On a vu des missiles tirés dans le ciel, des choses qu'on n'a jamais vues au Gabon. Dès leur retour, les rapatriés ont été conduits dans une salle d'écoute où ils ont rencontré des psychologues. Comme Nyambo est venu accueillir sa fille qui faisait ses études à Dubaï. Vous imaginez dans quel état d'esprit nous étions, les difficultés de connexion, donc nous étions très mal. Avant le déclenchement de la guerre, environ 800 Gabonais vivaient dans le Moyen-Orient. Marie-Édith Tassilaye-Ndomeneni, ministre des Affaires étrangères qui coordonne ces rapatriements, recommande à tous ses compatriotes de revenir se mettre à l'abri au pays. Un prochain vol est prévu ce mardi. Yves Laurent Goma, Libreville, RFI.
17h05 à Paris. Venons-en à cette frappe dans le sud du Soudan, dans l'état du Kordofan ouest. La localité de Lagawa a été ciblée cet après-midi. Au moins 15 morts, 23 personnes blessées. Qui est derrière cette frappe mortelle? Les paramilitaires des forces de soutien rapide, connues sous le nom des FSR, qui contrôlent cette région, accusent l'armée soudanaise d'avoir mené cette attaque. L'actualité française, je vous le disais, marquée aujourd'hui par la mort de Lionel Jospin. L'ancien Premier ministre socialiste s'est éteint hier à l'âge de 88 ans. Nous l'avons appris qu'aujourd'hui, nombreuses sont les réactions suite à l'annonce de son décès. Exemple, le président Emmanuel Macron salue un grand destin français porté par un idéal de progrès. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, lui rend hommage à un modèle d'exigence et de travail, ou encore le président du Sénat, le républicain Gérard Larcher, lui, regrette une figure emblématique du Parti socialiste. Grégory Lesca, le nom de Lionel Jospin, est aussi associé à un séisme politique français. 21 avril 2022, premier tour de la présidentielle en France. Lionel Jospin fait partie des favoris, mais il est éliminé dès le premier tour, battu par Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, président du Front National. Une défaite politique dont il ne se relèvera pas. Le soir même, face à ses partisans, il annonce la fin de sa carrière politique. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Mais la vie politique de Lionel Jospin ne se résume pas à seulement cette défaite. Né en 1937 dans une famille de gauche, il est d'abord militant trotskiste. Avant de rejoindre le Parti socialiste en 1971, il en prend la direction de 81 à 88, puis de 95 à 97, ministre de l'Éducation, puis candidat à la présidentielle en 95. Il échoue au second tour face à Jacques Chirac. En 97, il prend la tête d'un gouvernement de la gauche plurielle, des communistes aux écologistes en passant par les socialistes. Suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, il restera 5 ans aux affaires sous la présidence de Jacques Chirac, la plus longue cohabitation de l'histoire de la Ve République. Un mandat marqué par la création des 35 heures, le PACS ou encore la couverture maladie universelle. Depuis son retrait de la vie politique, sa parole s'était faite rare, notamment entre 2014 et 2019 quand il avait intégré le Conseil constitutionnel. Plus récemment, il avait apporté son soutien à Raphaël Glucksmann pour les élections européennes. Son assassinat en plein Marseille, il y a 4 mois, avait suscité une onde de choc à travers tout le pays. Mehdi Kessassi, tué le 13 novembre 2025 de plusieurs balles en plein après-midi devant sa maman. Aujourd'hui, 10 personnes ont été interpellées par la police et placées en garde à vue. Ces personnes ont été arrêtées dans la région marseillaise ainsi que dans le département de l'Hérault. Le mondial de football débute dans moins de 3 mois. Une Coupe du Monde qui se déroulera sur le continent américain du 11 juin au 19 juillet dans 3 pays précisément, le Mexique, le Canada, les États-Unis. L'équipe de France s'envole d'ailleurs pour les États-Unis. Demain, 2 matchs de préparation face au Brésil et à la Colombie. Des Bleus sélectionnés, entraînés par Didier Deschamps depuis 14 ans. Didier Deschamps qui quittera son poste de sélectionneur à l'issue du mondial. Alors qui le remplacera? Un nom est sur toutes les lèvres. Esteban Miralles. Oui, je connais son nom. Par ces mots, le président de la 3F a remis une pièce dans la machine. Depuis l'annonce il y a un peu plus d'1 an du départ de Didier Deschamps à l'issue de la Coupe du Monde 2026, les rumeurs autour de l'arrivée de Zinedine Zidane à la tête des Bleus ont grandi. Avec cette sortie médiatique de Philippe Diallo, ces rumeurs prennent encore plus de poids. Le président de la fédération a assuré avoir reçu moins de 5 candidatures, toutes françaises. Zidane en bleu comme une évidence. Philippe Diallo ajoute que tout le monde ne peut pas piloter l'équipe de France. Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire l'objet d'une adhésion des Français. Si Diallo refuse de citer officiellement le nom de Zidane, cela ne fait presque plus aucun doute. Des propos qui interpellent tout de même sur la stratégie de communication du président de la fédération, lui qui a répété à plusieurs reprises ne pas vouloir créer d'agitation autour de la préparation de la Coupe du Monde. Timing surprenant donc, et nul doute que Didier Deschamps aura quelques questions sur Zidane lors de ses prochaines conférences de presse. Ainsi se referme ce journal international. Merci à tous de l'avoir écouté.